Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, présentation des règles, du matériel et de la mise en place de Machina Arcana. Une vidéo que certains attendaient depuis un petit moment. Mais au vu de la certaine subtilité des règles de ce jeu, il valait mieux que je prenne un petit peu le temps. Ceci dit, avant de commencer, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors je compte sur toi. Voilà, du coup je ne reviendrai pas sur la beauté de chaque standees, on l'a déjà évoqué plus ou moins dans l'unboxing, à savoir juste que je tenais quand même à préciser qu'ici il y avait les monstres de niveau 1, 2, si vous vous envoyez des niveaux 3, c'est simplement parce que je me suis trompé dans le rangement. Sachez juste que l'ensemble de tous ces standees là rentre dedans la toute petite, dans le tout petit cylindre où on se pose la question à quoi ça allait servir. Donc tout rentre dedans, il suffit d'alterner position debout et position inversée. Ensuite, concernant les investigateurs, quand j'appelais, ce ne sont pas des investigateurs. Ici dans Machina Arcana, il faut considérer nos personnages comme des explorateurs. Le lore, je vous le présenterai lorsque l'on fera la partie. Comprenez juste que là, ici, j'avais vu un petit terme technique différent. Toujours pour revenir à l'unboxing, j'ai failli jeter un set 2D supplémentaire qui était très bien caché. Donc faites attention quand vous le recevez. Il y a un set 2D supplémentaire suivant les options que vous avez sélectionnées. J'imagine en add-on. Moi, j'avais oublié. Et là, bon, ça a été une très bonne surprise de pouvoir le retrouver. Il y avait en dessous de la boîte un petit... Voilà, goodies qui était caché, super sympa. Donc destiné à mon avis à dire tu as joué, c'est toi qui joues, c'est à toi de jouer, etc. À mon avis ça peut servir à ça. Voilà, plus ou moins, je peux pas plus vous en dire. En tout cas moi je m'en servirai pas, c'était juste pour le signaler. Voilà, donc du coup comme vous l'aurez constaté dans le titre de la vidéo, ici je vais vous présenter les règles de base, la mise en place et le matériel de Machina Arcana. Pour que ce soit assez fluide, et à savoir que Machina Arcana a quand même des règles qui sont assez touffues et parfois assez ambiguës, ce que je vais faire lorsque je vais vous présenter le matériel, je vais vous dire à ce moment-là plus ou moins à quoi il va servir et les règles qu'on va pouvoir y rencontrer. Voilà, donc du coup vous l'aurez compris, Machina Arcana c'est un jeu avec des dés, vous allez avoir des dés différents pour des actions différentes. J'y reviendrai quand ce sera le moment en fonction du matériel que je vais vous présenter. Je reviens ensuite sur un autre point. Et ça a été très bien fait. Comme on peut y jouer à 4 joueurs, vous allez avoir à chaque fois des fiches rappel. Vous allez me dire, oh mon dieu. Oui, en plus elle est recto verso, donc oh my god 2 fois. Ceci dit, elle est extrêmement bien faite, très lisible. Et je la trouve voilà, sympathique à lire, surtout quand c'est vos premières parties. Et ça permet d'avoir, on va dire, une bonne représentation des mots-clés sans avoir à les chercher dans le manuel qui lui est assez... au niveau des règles, parfois un peu obscur. Et ce n'est pas tout. Au dos des règles du jeu, vous avez un autre récapitulatif, lui aussi assez intéressant, avec l'index que je cherchais donc dans l'unboxing. Donc il est à la fin pour les effets de jeu surtout. Ça, je trouve ça assez smart. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'aient pas repris le petit encadré ici des éléments de tuiles incorporés, voilà, vous voyez, par exemple comme ça, histoire de tout avoir sur la même feuille, puisque là je suis moi malheureusement pas un expert du jeu quand même, on va pas se le cacher, et parce que je ne suis pas un expert du jeu, je vais devoir sortir ces deux feuilles là pour pouvoir jouer et ne rien oublier. Donc hop là, donc on y va. Donc on va commencer tranquillement avec cette feuille là qui va me servir un petit peu d'aide pour vous présenter le matériel et comment ça fonctionne. Donc déjà, comment ça fonctionne Machina Arcana? C'est un dungeon crawler à travers lequel vous allez avoir différentes phases. Une phase d'explorateur, donc là c'est vos explorateurs représentés par ces encadrés ici, dans lesquels vous allez venir y mettre vos personnages. J'y viens par la suite, pour moi je vous présente les phases. Après la phase des explorateurs, vous allez avoir la phase de génération, c'est là où les monstres vont apparaître. Comment on les fera apparaître? On utilisera ce type de dés là. Voilà. Par explorateur ou du moins par joueur autour de la table, ils devront lancer ce dé et je vous expliquerai un petit peu où est-ce qu'on va aller regarder ce résultat par la suite. Là grosso modo on dégrossit. Ensuite il va y avoir une phase d'horreur
La phase d'horreur, c'est un dé pareil qu'on va lancer pour l'ensemble des explorateurs, donc il n'y a qu'un seul lancer de dés qui va déclencher l'arrivée d'un événement, horreur ou non. Donc là, on joue avec un paquet de cartes et c'est tout. Ce type de phase, on va dire, va apporter des améliorations aux monstres en jeu, parfois pas, ou alors des malus au niveau des explorateurs. Voilà de quoi il s'agit. Enfin, dernière chose, il s'agira donc de la phase des monstres. C'est là où les monstres vont se déplacer et essayer de vous attaquer. Il faut savoir que Machina Arcana est un jeu qui est difficile, donc vous n'attendez pas à gagner dès votre première partie. Autre point, c'est un jeu qui est très long, et au-delà qui prennent beaucoup de place. Je risque de tourner ma vidéo partie, je pense, en au moins 2, voire peut-être 3, parce que ça représente quand même de bonnes longues minutes de jeu. Bien que ce soit intense, ça reste un jeu qui est long. Voilà, donc du coup je vous propose de rentrer tout de suite dans la mise en place et dans la présentation des règles et du matériel. Je vous propose de commencer déjà tout simplement avec la partie gauche ici. Donc, vous allez avoir, lorsque vous allez jouer à Machina Arcana, la possibilité de choisir un scénario. Scénario représenté par un deck avec un icône et un titre, comme vous pouvez l'avoir ici. D'accord? Icône et le titre. Vous le placez ici. Moi, c'est comme ça que je vais faire. De toute façon, ce sera le plus lisible, je pense, pour vous. Lorsque vous débutez la partie, il va falloir retourner la première carte et lire ce qu'il se passe. Voilà, donc comment c'est foutu? Vous allez avoir donc un deck avec une scénarisation numérotée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à la fin et le dénouement. Donc vérifiez que, sans trop vous spoiler, vous les ayez dans l'ordre. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9. Voilà. Donc à prendre en compte ça quand même. Vous le posez juste ici et vous révélez votre première carte. À chaque fois, vous allez avoir une illustration en adéquation du texte. Donc encore une fois, c'est vraiment de l'immersion. On est dans quelque chose qui est vraiment très agréable à jouer, je vous le garantis. Vous allez avoir donc toujours le symbole du scénario dans lequel vous êtes. Vous allez avoir ensuite un symbole avec donc un poulpe, un Cthulhu entre guillemets, et ici un symbole signe des anciens. Donc vous allez avoir donc ce 7 qui va être représenté ici. Il faudra donc tout simplement faire ça au niveau de la mise en place. Et le 4 qui est là. À quoi ça correspond? La colonne ici avec Cthulhu, ça représente un petit peu le deck des monstres. Vous voyez, il y a une certaine coïncidence. Chaque joueur qui va lancer un dé, par exemple, on va avoir un 3 et par exemple, on va avoir un 9. Ça serait bien qu'on trouve un 9 ou un 8, qu'importe. Voilà, un 9. Le premier joueur, lui, avec son 3, quand il aura lancé son dé, il va faire descendre le niveau ici de génération. Par contre, celui-ci avec le 9, il est au-dessus de cette échelle-là. On va générer le premier monstre. À ce moment-là, lorsqu'on génère un monstre, on reset l'échelle. Et on reverra ça pour le deuxième tour, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Ça marche toujours de la même manière. Il se peut très bien que vous descendiez tous jusqu'à 2 et que vous fassiez que des 1 et qu'il n'y ait aucun monstre qui pop. D'accord? Ça, c'est la petite partie aléatoire et la petite partie technique qui est très intéressante et avec laquelle il faut arriver, on va dire, à gérer un peu l'aléatoire. Ça, c'est vraiment très sympathique comme mécanique, donc moi, j'aime beaucoup. Pour ce qui est de l'échelle de droite, donc le signe des anciens, qui reprend donc le deck des événements horreur, on l'a dit, phase d'événements horreur, c'est le même système. L'ensemble de l'équipe jette un dé. Donc là, on a fait 7, nous sommes au-dessus. Imaginons que au tour d'avant, nous ayons fait 3, on aurait descendu l'échelle. Ici, on aurait fait 7, on aurait remis à 0 donc l'échelle de départ horreur, donc remise à 4, et on aurait tiré un événement horreur. Pour ce qui est du gros chiffre, des gros chiffres et du gros jeton qui est là, c'est un jeton qui va évoluer en fonction de celui-ci. Ces chiffres représentent le niveau des monstres. Évidemment, on commence la partie, il sera d'entrée de jeu au niveau 1. Et ici, ce jeton représente la menace. Elle monte en fonction de certaines choses. Et lorsqu'on doit le poser sur le dernier niveau, ça repart à 0. Et c'est ici que ça arrive. Et on monte, et on monte, et on monte. Et à chaque fois qu'on va monter de niveau, vont venir s'ajouter dans le deck des monstres. Les monstres de niveau 2, puis les monstres de niveau 3, et ainsi de suite.
Ce deck de monstres va s'épurer aussi, on va le mélanger, va s'épurer une fois qu'on est au niveau 2 ou au niveau 3. Si on vient rencontrer et vaincre un monstre de niveau 1, celui-ci est banni, c'est-à-dire il est retiré du jeu, et même pas dans la défausse, c'est retiré. Voilà, histoire que les monstres que l'on rencontre soient toujours au niveau, régulièrement, du moins le plus régulièrement possible, au niveau de nos explorateurs, histoire que ce ne soit pas déséquilibré au niveau des affrontements. Dans tous les cas, des monstres niveau 2, 3, c'est déjà largement assez fort, je vous le garantis aussi. Donc c'est pour la présentation assez globale de cet encadré, qui d'ailleurs, cranté, très joli, très bien fait, il fonctionne à merveille, c'est très lisible, donc vraiment ça va être un régal. Ensuite, je vous ai parlé donc vous avez deux decks ici, je vais commencer avec le deck donc d'horreur, d'événements horreur. Voilà, donc tout à l'heure je vous ai parlé de deck événements horreur, donc le voici dans mes mains. Et il va falloir y ajouter, alors sur ce deck d'événements horreur, il n'y a pas de petit symbole ici, d'accord? C'est neutre, c'est le deck global de base. Vous allez devoir venir y ajouter un deck horreur lié aux événements horreur du scénario que vous êtes en train de jouer. Donc il faut aller chercher le symbole qui correspond au symbole du scénario. Voilà, donc il y en a une certaine quantité. Tout ça pour vous dire que vous allez devoir le mélanger là-dedans. Donc on y va, on va mélanger. Voilà, donc une fois que c'est bien mélangé, vous le mettez ici. Et vous allez donc devoir sortir une carte événement au cours de votre partie. Comment ça fonctionne? Là vous êtes en phase d'horreur. Vous avez fait un mauvais jet, vous avez donc remis votre échelle à 0. Vous tirez votre carte horreur, événement horreur. Vous la lisez. Donc il y a toujours un petit peu de lore, de mise en situation, de mise en scène surtout. Et en bas, vous allez avoir une petite cartouche qui va vous dire ce qui se passe au niveau des explorateurs ou des monstres, voire même des deux. Tant que cette carte est ici et qu'elle n'est pas recouverte, l'effet qui est indiqué en bas fonctionne toujours. Donc parfois c'est un événement où par exemple ils doivent juste se déplacer et c'est terminé, ouf, tant mieux. Mais parfois ça va être la portée des monstres est augmentée de 1. La portée des monstres est augmentée de 2, les monstres disposent de tel ou tel type de capacité. Voilà, donc tant que cette carte n'est pas recouverte, elle est active. Comment on la recouvre? Tout simplement en déclenchant un autre événement horreur. Vous voyez, c'est un petit cercle vicieux qui est mis en place. Il en va de même pour le deck qui est à côté, c'est un deck d'exploration. Vous allez pareil avoir donc le deck d'événements de base à mélanger avec le deck d'événements liés au scénario. Ils disposent tous du même symbole, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Voilà, donc je viens d'installer une tuile. Comment fonctionne ce deck d'exploration événement? Il fonctionne non pas par un lancer de dés, mais par une carte, mais par une action que vos explorateurs vont devoir faire sur une case de la tuile où il se situe. Il s'agit donc des petits parchemins qui sont là. Donc vous déclenchez vous allez dépenser votre vigueur. Donc on verra après, c'est une statistique de vos explorateurs. Vous dépensez les points en question, les points d'action, et vous allez avoir un événement qui va sortir. Généralement, les événements d'exploration, ce n'est que du positif. Quand vous pouvez le faire, faites-le. Il marche exactement de la même manière, une mise en scène avec un cartouche dans la partie inférieure. Tant que ce n'est pas recouvert, vos explorateurs bénéficient de ce bonus. Ces decks, une fois qu'ils sont mélangés et mis en place, ne bougeront plus. On ne va rien venir y ajouter. Ensuite, en dessous, ce sont des decks d'équipement. Donc, vous allez retrouver ici les tenues, les artefacts, les consommables et les armes. Comment fonctionne tout ça? Je le verrai quand je vais vous présenter les personnages. Comprenez juste que les tenues vont être plutôt destinées à améliorer vos capacités de déplacement et vos capacités défensives. Les artefacts vont être liés un peu plus à la magie et pouvoir contrer certains monstres qui sont dits éthérés. Voilà, donc en gros, les artefacts, c'est des objets qui sont très intéressants parce qu'ils sont très forts, ils vont débloquer pas mal de capacités ou donner de fortes, on va dire, de forts pouvoirs. Généralement, ils sont liés avec donc, la volonté de votre explorateur. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez bien le constater, mais ils n'ont pas d'amélioration possible autour.
c'est des objets dits one shot. Enfin, je les appelais comme ça. Vous ne pourrez pas les améliorer ceux-là. Donc en gros, quand vous avez un artefact et que vous équipez votre personnage d'un artefact, ça sera son pouvoir définitif. Sauf si vous venez à le remplacer, bien évidemment. Ensuite ici, ce sont les armes. Donc dedans ce paquet de cartes, vous allez avoir donc des armes à une main ou des armes à deux mains. Donc évidemment, c'est un petit peu roleplay. Si vous avez deux armes à une main, vous pouvez choisir quelle ou quelle arme vous allez pouvoir utiliser en fonction de la situation. Mais vous pourrez utiliser peut-être même les deux suivant votre personnage. Les armes à deux mains plus lourdes, ben, vous ne pourrez pas faire grand chose. Ça ne sera que cette arme-là que vous pourrez utiliser. Comme vous avez ici, voilà, deux mains. Elle prend donc les deux mains. Vous tenez votre gros fusil à deux mains, hein, d'accord? Pour ce qui est donc de la signalétique qui est représentée sur la partie supérieure et la partie latérale, j'y reviendrai par la suite. D'ailleurs, je vais la prendre, celle-là, elle m'intéresse, je vais la mettre de côté. Celle-ci, vous voyez, il n'y a qu'une amélioration sur la partie inférieure. Je vais donc la prendre aussi et la mettre de côté parce qu'elle m'intéresse. Et enfin, celle-là, bon ben c'est super, il y a tout qui s'enchaîne super bien. Je vais garder ça de côté, je viendrai par la suite. Et ici, donc, ce sont des consommables, tout simplement. Ne les sous-estimez pas, ils sont très intéressants pour récupérer de la santé, réduire la menace. Donc, ces cartes-là vont agir directement ici ou alors sur les statistiques de vos personnages, voire même redonner de la vigueur. Donc, ça reste vraiment très intéressant. Ceci dit, une carte jouée est une carte perdue quand vous jouez un consommable. Donc, c'est pour ça qu'elles ont quand même des effets qui sont absolument pas négligeables. C'est même plutôt fort. Vous l'aurez compris, c'est des cartes qu'on ne peut pas améliorer non plus. Ici, c'est une défausse. Une défausse, et oui. C'est une particularité de ce jeu. C'est une défausse commune pour l'ensemble de tous les équipements. Alors, comment ça fonctionne? Comment on peut atterrir dans ces decks-là et comment on peut donc aller chercher et s'armer? Eh bien, il va falloir aller ouvrir des coffres. Donc, encore une fois, c'est vos explorateurs qui vont aller faire donc de l'exploration. Ils vont ouvrir des coffres, ils vont dépenser donc des actions. Et lorsqu'ils vont aller ouvrir par exemple un coffre, ils vont aller choisir 3 cartes, donc soit dans le même tas, soit dedans une de chaque. Donc l'idée de faire une de chaque en fait, c'est de pouvoir un petit peu épurer ce qui se passe. Ou alors voir ce qui est à venir pour le copain d'après. Je m'explique. Quand vous allez piocher vos 3 cartes, par exemple, on va faire ça, une de chaque, et que vous voulez par exemple vous équiper d'une arme. Ben là, vous n'aurez pas le choix, ça sera forcément cette arme-là que vous allez prendre. Sauf si elle ne vous intéresse pas du tout, vous allez devoir vous rabattre sur l'autre pièce ou encore l'autre pièce. Imaginons que cette pièce-là vous plaise et vous dites, voilà, ben c'est bon, cette arme me plaît, il n'y a pas de problème, je prends, je vais me l'équiper, pas de souci. Et encore équiper, on verra après, d'accord, c'est entre guillemets. Qu'est-ce que je vais faire de ces deux cartes-là? Deux possibilités, soit vous les remettez sur le dessus de chacune des piles, soit vous les défaussez toutes les deux. Et l'idée, en fait, c'est d'un accord commun autour de la table, dire si une de ces deux cartes-là peut intéresser un collègue. Il y a une petite subtilité supplémentaire, c'est que, imaginons que ce soit une personne, un explorateur qui était par exemple ici, il a son collègue qui est juste à côté. C'est donc cet explorateur-là qui va aller ouvrir donc ce coffre, celui qui est juste à côté. Eh bien, il va bénéficier donc de la possibilité de récupérer à la place de celui qui a fait l'action l'un des 3 objets. Si par exemple ces 3-là n'intéressent pas le personnage qui est ici, celui-ci peut dire hop hop hop, moi ça m'intéresse, je le récupère et je le prends pour moi. Et si ça correspond à sa catégorie, en plus il peut s'en équiper directement. Donc aller chercher des objets, non seulement c'est très fort, mais c'est aussi la possibilité d'avoir un maximum d'interaction entre vos personnages. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est très bien mené et qui marche parfaitement dans le jeu. La gestion des objets et des decks objets. Ces decks objets, vous l'aurez compris, vont eux aussi évoluer, tout comme vos personnages. Donc, pour illustrer un peu mieux mes propos, vous avez en fait en haut ici le chiffre 1. Ce chiffre 1, c'est le niveau de l'arme. Elle est au niveau 1. Vous allez évidemment rencontrer des armes de niveau 2. Ces armes de niveau 2, on ira les chercher et elles viendront intégrer le paquet qui va faire que grossir en fait. Donc là, au niveau du choix, de la diversité, des combinaisons, enfin, il y a un énorme renouvellement dans vos parties puisqu'il y a de très fortes chances que vous ne retombiez jamais sur les mêmes combinaisons d'objets. Ceci est dit.
On arrive donc au deck, là c'est le deck des monstres. Donc là les monstres c'est pas très compliqué. Vous allez avoir donc un deck avec tous les monstres qui vont composer le premier niveau. Donc ici voilà le niveau 1, c'est celui qui est indiqué là. Ça marche de la manière suivante, vous allez avoir donc une illustration, le nom de l'adversaire, ce qu'il va faire, donc là c'est pas la partie la plus facile à lire. Hop, on y reviendra, il y a plein de petits cas de figure très intéressants. Ceci dit, voilà, donc notre illustration, le nom, le niveau, la vigueur et la distance à laquelle il va pouvoir attaquer, le type de dé qu'il va utiliser, donc là c'est un dé noir. Il va en utiliser 3, voilà pourquoi le chiffre 3 à l'intérieur. En fonction de ce qu'il va faire comme touche, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher. Et cette petite flèche avec le cercle sur le côté, ben c'est un effet d'entrée. C'est-à-dire que lorsque ce monstre arrivera sur la tuile, ou du moins sur le jeu tout simplement, il va de suite faire augmenter la menace en haut de 1. Donc plein de cas de figure différents. Tout ça juste, j'en profite quand même pour le préciser quand même. Quand vous avez une cible avec à l'intérieur un chiffre, c'est sa portée maximale, jusqu'à. S'il n'y a pas de chiffre, c'est que c'est forcément du corps à corps. Si vous venez à rencontrer un deck événement, dans le deck événement horreur, une horreur qui vous dit, voilà, tous les monstres ont leur portée augmentée de 2, tous ceux qui sont corps à corps restent corps à corps. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment à spécifier et vous allez pouvoir vous le constater ici. Il n'y a pas de chiffre dedans, c'est pour dire que c'est uniquement pour taper les cibles adjacentes. Pour ce qui est des monstres, je pense que j'ai fait le tour. Ah si, non, j'ai pas fait le tour du tout quand même, faut que je vous montre 2-3 trucs. Alors je vais vous montrer 2-3 trucs. Bon, on va prendre le serviteur, bon vous en voyez d'autres au moins, c'est pas plus mal. Voilà, donc du coup notre serviteur, niveau 1. Il va se déplacer de 2 et il va invoquer un événement horreur. L'événement horreur, vous l'avez vu, c'est ce qui est ici. Ce monstre peut se déplacer à travers les unités. C'est une capacité spéciale qui est là. Comment marche ce monstre? Vous allez avoir ici ce qui représente un buste ou une sorte d'armure si on veut. Ça va être donc sa résistance physique. Ce qui ressemble à une tête, ça va être sa résistance mentale, donc sa résistance à la magie. Le cœur avec le chiffre 2, c'est qu'il faut 2 touches pour le tuer. Et enfin, le chiffre 5 avec l'engrenage, c'est sa quantité d'action disponible. Parce que les monstres, eux aussi, ont un pool d'actions disponibles. Ils vont pouvoir utiliser des actions de base comme se déplacer, ça vaut 1. Donc il lui restera, par exemple, il doit se déplacer d'une case, il lui restera encore 4 actions disponibles. S'il y a des actions événements ici, il va les utiliser en priorité. Puis ensuite, il fera ses actions à lui. Donc vraiment, il faut tout prendre en compte quand vous jouez avec les monstres parce qu'ils sont vraiment très forts. Et j'insisterai même sur un point, c'est que si vous venez à avoir un explorateur qui vient à mourir, ces monstres qui sont appelés monstres idiots deviennent des monstres intelligents. Je n'ai plus le terme exact. Et là, vraiment, ils sont vraiment très forts. Et c'est destiné à vous mettre fin à la partie assez rapidement. Mais on verra ça plus tard. Commençons déjà par la base. Je vais poursuivre avec la zone de jeu. Il peut y avoir au maximum que 4 tuiles sur la place. Donc, comment ça fonctionne une tuile? Vous allez avoir des cases neutres, hein, comme vous allez avoir ici, d'accord? Ces cases-là, c'est des cases neutres. Il ne se passera rien dessus, c'est une case sur laquelle on peut marcher. Point. Voilà. Vous allez ensuite avoir ici des cases avec des grilles. Ces cases s'appellent des cases pièges. Elles sont très importantes parce que, comme son nom s'indique, elles peuvent faire beaucoup de dégâts. J'y viens par la suite. Vous allez avoir ensuite des cases avec un petit poulpe. Hein, oh, c'est bizarre, ça vous fait rebondir sur celui-ci. Oh tiens, celui-là. Eh ben, c'est de là que les monstres, ils vont pop, pouf, ils vont arriver à partir d'ici. Donc, imaginons que vous ayez donc tous vos explorateurs qui sont là, pour une raison X ou Y, qu'importe. Ça sera donc la zone d'apparition la plus proche, de génération la plus proche, d'où les monstres vont sortir, quoi qu'il arrive. Même si vous avez par exemple celui-là, là, il bouge pas, il est posé ici parce qu'en fait il a 0 de déplacement, etc. Ben, le prochain monstre il arrive, hop là, et il y va, d'accord? C'est pas un problème. On va refaire. Oui, donc ensuite vous allez avoir donc les cases établies.
Vous allez donc faire tourner peut-être un petit peu votre inventaire aussi, parce que parfois vous allez avoir des objets, puis vous allez vous dire bah, je ne peux pas m'en équiper, c'est moins fort que ce que j'ai actuellement. L'établi peut être intéressant pour se défausser de ce type de carte et aller chercher des nouveaux objets. Vous allez donc de la même manière que le coffre, tirer 3 cartes, prendre une carte de votre inventaire, le lier à toutes ces cartes-là, et vous allez devoir en choisir une. Les autres, soit vous les remettez dessus, soit vous les détruisez, vous les mettez sur le côté. L'avantage de l'établi aussi, c'est pouvoir bénéficier de l'action utiliser l'inventaire. Donc s'équiper directement de l'objet que vous venez de prendre. A contrario donc du coffre où c'est pas du tout obligé de s'équiper directement de l'objet. Parce que ça dépend du mot-clé de votre explorateur. J'y viens par la suite. Vous allez ensuite donc avoir des cases avec des barils dessus. Donc quand vous les touchez, pouf, ça fait beaucoup de dégâts en zone. Donc quels que soient les explorateurs ou les monstres autour, ces barils, il faut les prendre en compte, ils sont super importants. Vous allez ensuite avoir des cases ici où vous allez avoir une sorte de levier, ça s'appelle comme ça, un levier. Si vous activez le levier, vous déclenchez les pièges. Donc quand vous activez un levier, vous lancez des dés noirs et puis vous faites des dégâts à tous les monstres et les explorateurs qui sont sur les pièges. Donc faites attention où vous mettez les pieds. Parce que dans certains cas de figure, il est même possible que certains monstres activent les leviers. Et ça, c'est vraiment pas de chance quand ça vous tombe dessus, ce type de mésaventure. Les cases ici avec les engrenages, c'est intéressant pour récupérer de la vigueur ou de la santé. La santé, très importante dans ce jeu. Comme qui dirait la santé c'est la vie, là voilà, c'est clairement ça dans ce jeu. Donc à ne surtout pas sous-estimer. Donc c'est pareil, on met un explorateur sur le côté et il va donc lancer ce type de dé là qui va lui redonner soit de la vigueur, soit de la soit de la santé. Les cases parchemin, je vous l'ai dit, ça débloque les cases donc ça débloque le deck exploration événement. Et vous avez des cases un peu bizarres là, comme ici. C'est ce qui va déclencher la fin du chapitre. Quand vous devez activer une case chapitre, c'est comme ça qu'elle s'appelle et qu'elle est éteinte, donc elle est comme ça, il va falloir en dépenser énormément de choses. 3 vigueurs, à savoir que vous partez avec un maximum de 6, donc déjà c'est la moitié de vos capacités disponibles. Et en plus devoir dépenser 3 d'énergie. Alors là je pars de 6, mais non, en fait c'est un peu une hérésie. Parce que vous allez devoir commencer la partie avec uniquement 0. Et petit à petit, cette énergie va monter, et vous allez la dépenser en fonction des actions que vous allez vouloir faire. Relancer un dé, tanker, ou encore même activer ces cases chapitres pour avancer dans l'histoire. Vous allez avoir ensuite parfois des cases chapitres dites allumées. Oh mince, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va me permettre de rebondir sur des petits points qui sont très importants. Une case chapitre allumée, c'est cette petite tuile. Elle vient se mettre ici. Et là, elle nécessite beaucoup moins d'énergie pour mettre fin au chapitre. Comment on arrive à faire ça? Tout simplement en scellant les cases de génération des monstres. Comment on scelle? C'est une action scellée. On dépense 3 vigueurs, 4 d'énergie. Et là, les monstres ne peuvent plus sortir. Très fort, très intéressant. Il ne faut absolument pas le négliger, d'autant plus que ça permet d'économiser des actions lorsqu'on arrive sur ces cases chapitres. Donc quand c'est allumé, c'est trop facile de mettre fin au chapitre, puisqu'il suffit de dépenser une énergie, il suffit de dépenser une vigueur lorsque la case chapitre est allumée. Ce qui est bien dans Machina Arcana, c'est que toutes les actions que vous allez faire vont être définitives. Je m'explique. Imaginons que vous êtes venu, vous avez fait exploser le baril, vous ne pourrez pas le faire exploser plusieurs fois. Vous avez activé votre case chapitre, votre case événement exploration. C'est fait, on n'y touche plus. Voilà. Vous avez ouvert votre coffre, vous ne pourrez pas l'ouvrir indéfiniment. Pareil, vous allez devoir recouvrir et dire que c'est terminé, elle est détruite. Ce coffre est détruit. Ce qui fait que petit à petit, la quantité d'actions disponibles sur votre tuile va s'amoindrir et vous allez pouvoir faire de moins en moins d'actions. Donc, une autre petite chose que je n'ai pas précisé sur une tuile, c'est que ces symboles-là, donc représentés par ce type de dessin et qui va jusqu'au bout d'un mur, ça représente une porte. Une porte qui peut être soit ouverte, soit fermée.
de base, quand vous lancez le jeu, toutes les portes sont ouvertes. Si vous souhaitez fermer une porte, il suffit de le dire. On prend un porte standy, vous la mettez, votre porte est fermée. Voilà, donc là ma porte est fermée. Il y a évidemment des petits jetons, comme ça, qui vous diront ici la porte est cassée, vous ne pourrez plus rien faire. Les monstres peuvent détruire les portes. Ça peut les ralentir du coup énormément, il va falloir jouer avec les portes. C'est pour ça qu'il est intéressant de prendre connaissance de la tuile avant de se lancer un petit peu n'importe comment. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que il n'y a plus rien, voilà, toutes les cases sont inintéressantes. Je vais donc devoir prendre mon personnage et aller donc au bout d'une autre tuile et débloquer la prochaine. Alors ça marche pas comme ça, c'est pas parce qu'on arrive on va dire sur le bord d'une tuile qu'on va débloquer la suivante. Non, pas du tout. Il va falloir encore faire des actions qui vont coûter des coups, c'est l'action exploration. Et cette action exploration va vous permettre de générer une nouvelle tuile. Donc au niveau des tuiles, vous avez des tuiles d'entrée. Vous voyez, soit il y a des, comme je vous ai montré dans l'unboxing, des lettres. Donc là, voilà, ça peut rentrer par là. Soit, c'est tout. Ça va être donc la zone d'entrée. Vous allez devoir obligatoirement orienter votre tuile en fonction de la zone d'entrée représentée par la signalétique, là où il y a les lettres. Voilà. Tac. Et ainsi de suite. Et lorsqu'il n'y en a plus de place, imaginons que vous souhaitez, voilà, vous avancez, imaginons qu'on en ait par exemple deux autres sur le côté, et on se déplace, bon an, mal an, voilà, on va ici. Et bien là, comment on fait? Et bien en fait, il faut imaginer que l'on déplace tout comme ça. Ce qui fait qu'il y a des tuiles qui vont disparaître, les monstres qui vont être dessus, ces tuiles qui disparaissent vont être bannies, du coup ça les sort complètement du jeu. Et ça, faut pas l'oublier, c'est vraiment très 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 important, c'est une mécanique du jeu qu'il ne faut pas sous-estimer. Je précise ça parce que vous me dites, ouais, maintenant les monstres ils se déplacent et tout, comment ça se fait qu'il y en ait qui puissent rester vraiment autant à la traîne? Déjà, vos explorateurs se déplacent assez vite. Ensuite, vous allez avoir des monstres qui ne vont pas bouger, ou qui vont avoir des objectifs qui ne seront pas aller vous casser la gueule, mais plutôt aller casser des cases actions que je vous ai présentées juste avant. Donc on va faire un tout petit tour au niveau des actions qui sont disponibles pour nos explorateurs, histoire d'être assez clair pour la suite. Donc effectivement, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses et ça coûte assez pas mal d'argent. Mais en gros, nos explorateurs vont pouvoir se déplacer, utiliser leur inventaire. Et oui, comme je vous l'ai dit, utiliser l'inventaire, ça permet de s'équiper. Je répète, ce n'est pas parce qu'on ouvre un coffre qu'on s'en équipe directement de l'objet. On l'a trouvé, on le range, entre guillemets. On va pouvoir échanger des objets, on va pouvoir sortir. Donc ça, c'est pareil, imaginons que on vous demande dans le scénario de sortir de la tuile, c'est-à-dire arriver là et faire sortir, aller sur une tuile sortie. Donc je ne l'ai pas sortie cette tuile là, mais il y a des tuiles sorties qui viennent se mettre donc à un endroit spécifique. Et bien il faut aller dessus et faire l'action sortir. Donc ouais, il y a quand même toujours beaucoup d'actions, rien n'est gratuit dans ce jeu. Vous allez jouer des capacités. Donc pareil, ils vont tout avoir un coût, etc. Vous allez pouvoir ouvrir, fermer des portes, les détruire vous aussi. C'est les, je l'ai dit. Activer station de recharge. Donc la station de recharge, c'est les engrenages. Voilà, je cherchais le nom tout à l'heure, je vous ai appelé ça des engrenages. Ça s'appelle la station de recharge. Activer le levier ici, donc c'est une action qui coûte pas très cher mais qui fait énormément de dégâts vu que vous allez lancer 3 dés noirs, ce sont ceux qui ont le plus de chances de touche. Parce qu'ils sont numérotés de 1 à 3 et les blancs de 0 à 2. Voilà pourquoi je dis ça. Activer une case événement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est celle avec donc, le petit parchemin. Activer un coffre, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, activer l'établi, je l'ai plus ou moins dégrossi. Pour ce qui est des barils explosifs, pareil, je vous en ai parlé. Les fosses, ah oui, sur ces cases-là, on ne voit pas trop, mais il y a des cases, c'est des trous, comme là. Ça s'appelle des fosses. On peut y jeter des monstres ou parfois des explorateurs finissent dedans. Quand c'est le cas, c'est la mort. Mais comment on fait pour pousser dedans? Il y a des actions, des cartes, des armes qui permettent de pousser, tirer, etc. Donc les fosses sont aussi très importantes. C'est des cases qui sont infranchissables. Dans la majeure partie du temps, il y a toujours des spécificités. Ce jeu n'évolue qu'avec des spécificités. J'ai oublié de le dire. Et après, il y a des décombres. Donc, c'est pareil, c'est des cases infranchissables. Les décombres, c'est vraiment des cases où il y a des gros dessins dessus. Et c'est assez explicite pour dire qu'on ne peut pas marcher dessus.
Est-ce que j'en ai une là sous les yeux? Oui. Décombre. Décombre. On sent le relief, on sent que ça prend de la place. Donc vous pouvez le constater, il y en a quand même un petit peu sur les tuiles. Il faut le prendre en considération. Et après les murs, bon ben les murs vous les connaissez. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous parler un petit peu des personnages. Donc un personnage, il a donc son plateau. Il a sa carte d'explorateur avec son symbole en dessus. Le symbole ne représente rien, si ce n'est que vous allez avoir des petits jetons comme ça. Vous allez pouvoir mettre des rappels un petit peu de ce qu'a fait votre personnage sur certains monstres. Par exemple, lorsqu'il les a étourdis, lorsqu'il leur a fait baisser leur point de vie à temps, etc. Voilà, hein, il y a toujours une certaine solution pour se souvenir de ce que vous avez fait grâce à ces petits jetons. Il en va de même que, imaginons que vous ayez votre personnage qui est attaqué à un monstre, ben, il y a des petits jetons aussi, rappel des dégâts que vous avez fait, vous les mettez sur les cartes monstres, comme ça vous vous souvenez. Bien. Ensuite, revenons donc à notre explorateur, donc sa carte explorateur marche exactement de la même manière que la carte monstre. Illustration, son nom, son statut, vous voyez il est costaud. Si j'en prends un autre, Artémis de Clan, il est mystique. Et vous voyez des petites couleurs de cartes en plus en correspondance. Bah ça n'est absolument pas à négliger. C'est un rappel, un mémotechnique que je vous donne. C'est que la couleur du fond des cartes de vos explorateurs sont en adéquation du statut de vos personnages. Et lorsque vous allez faire des explorations, ouvrir des coffres, eh ben, les costauds vont pouvoir s'équiper d'armes directement, les mystiques d'artefacts directement et les tireurs des tenues directement. Donc c'est très important de prendre en compte la couleur du coup de votre personnage sur sa carte. Et ça permet du coup de faire la transition de pourquoi avec les coffres on n'utilise pas forcément l'inventaire directement. Enfin du moins on n'en profite pas directement. De la même manière, votre personnage va avoir donc une capacité de base offensive parce qu'il commence à poil, il n'a pas d'équipement votre bonhomme au début. Donc il faut bien qu'il fasse quelque chose et qu'il puisse attaquer ou se défendre. Donc il suffit de lire et d'en bénéficier. Généralement, parfois, ça peut être des capacités spéciales qui vont toucher plusieurs armes, plusieurs artefacts, ou des capacités de déplacement. C'est des capacités qui sont assez fortes hein, quand même. De la même manière que les monstres, leur résistance physique, leur résistance mentale, la quantité d'énergie maximale qu'il peut avoir. Donc au début de la partie, vous commencez à 0, il peut monter jusqu'au maximum à 4. Donc voilà, donc vous voyez que lui, il ne peut pas monter jusqu'à 6 par exemple. Et 6 points de vie, donc c'est un tank d'une certaine manière, parce que vous avez parfois des personnages qui commencent à 4 ou 5. Et vous avez donc la quantité de vigueur représentée par l'engrenage. Tous les personnages, j'en ai pas vu un pour le moment qui commencerait pas à 6. Voilà. Donc ça marche de la manière suivante. Tu dépenses tes actions, et dès que tu n'as plus d'actions, ton personnage a terminé de jouer, c'est à un autre. Les actions, on les a déjà vues tout à l'heure, quand je vous ai lu la fiche et présenté ce qui était possible de faire sur les tuiles du jeu. Mais je ne vous ai pas tout dit sur les personnages. Je vous ai vaguement parlé et évoqué les cartes d'armement, les cartes de tenue, d'artefacts, de consommables. Au niveau de ces types de cartes, il faut comprendre que vous allez pouvoir avoir un seul et unique objet de base général par couleur de carte. Sauf pour les armes, on peut en avoir deux. Deux, suivant le nombre de mains que votre arme principale a. C'est pas clair, je détaille tout de suite. Je vais commencer par les tenues. Voilà, donc du coup, au niveau des tenues, voilà ce que vous allez pouvoir retrouver. La tenue, c'est quelque chose qui va équiper votre personnage de la tête aux pieds. Quand vous avez, donc sur votre carte, le mot du dessin ici, de l'illustration, vous avez ce petit symbole là, ça veut dire que celui-ci est une tenue qui s'équipe tout en haut de votre personnage. Généralement, l'illustration part d'elle-même, mais parfois c'est quand même pas assez clair, surtout pour tout ce qui se porte au niveau du buste. Vous allez voir. Donc je peux très bien prendre mes lentilles prismatiques et me dire, ben voilà, mon bonhomme va s'équiper de lentilles prismatiques. Chouette. Ça, il a ça en haut de sa tête. Vous allez avoir donc ensuite en dessous, vous voyez, il a donc le manteau renforcé. Il a 3 types d'améliorations possibles. Très intéressant, je détaille ça tout de suite.
C'est-à-dire qu'il se porte au niveau du buste, celui-là. Et qu'on va pouvoir en plus améliorer en dessous. Donc le manteau renforcé, avec un petit peu de chance, vous allez pouvoir dire, ben moi je vais l'équiper et je vais aller améliorer ma lentille prismatique. Ou du moins, le terme améliorer ici n'est peut-être pas le bon terme. On va dire continuer de construire ma tenue, plutôt. Vous allez comprendre pourquoi le terme améliorer ne me convient pas. Je continue. Vous avez vu votre manteau renforcé. Ici, il avait une flèche qui descendait. C'est-à-dire qu'on peut l'équiper encore en dessous. Eh ben, on prend les bottes en cuir. Par exemple, c'était des bottes. Hein, c'est bien, ça arrivait dans le bon ordre, c'était sympa. Donc, ne peut s'équiper que par le haut. Pas vers la droite, pas vers la gauche, ni vers le bas. C'est-à-dire que si je viens à tomber par chance sur ces trois équipements et à m'en équiper, j'ai ma tenue ici qui est complète. Et chacun des textes dessus vont venir s'ajouter, s'ajouter, s'ajouter et comboter pour faire des effets parfois extrêmement puissants. Et vous allez me dire, attends, et ton manteau renforcé là, tu as dit que tu pouvais l'équiper encore vers la droite. C'est vrai, je peux l'équiper encore vers la droite. Donc il faut aller chercher dans notre tenue des équipements où c'est ici, au niveau de l'illustration, qu'il y a le schéma. Et généralement, les améliorations, et c'est bien pensé au niveau des cartes, les illustrations sont de l'autre côté. Donc, si je poursuis, et tiens, je vais garder celui-là. Vous voyez, la veste glissante. Ça parle de soi, hein, veste glissante. Mais pourquoi je ne pourrais pas mettre ma veste par-dessus le manteau? Ça serait possible, tiens. Ben non, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas dire, je mets la veste glissante et en dessous, je mets le manteau. Pourtant, ça concorde. Non, c'est qu'un seul et unique type de torse, qu'un seul unique type de lentille, de tête et qu'un seul unique type de botte. Bien que pourtant il y ait la liaison qui soit faite, ça ne fonctionne pas. Donc faites-y assez attention, c'est pour ça que les termes au niveau des achats est aussi très important. Il en va de même, vous voyez, pour l'armatus robuste. Là, le schéma montre que c'est au niveau quand même du buste qu'elle se porte. Je ne peux pas le mettre sur le manteau. Je peux le remplacer, certes, mais ça veut dire que je vais devoir reprendre tout ça. Quand je vais faire donc l'action utiliser l'inventaire, remettre ça ici, l'équiper et ensuite je vais pouvoir refaire mon schéma comme je le souhaite. D'accord? En laissant donc mon manteau dans mon inventaire. D'accord? Voilà pourquoi l'inventaire lui aussi est très important puisqu'il permet de switcher suivant les situations pour savoir quel ou tel type de carte est intéressant pour vous. Vous voyez ici ensuite ceinture d'apothicaire et l'illustration est bien à gauche avec ici la possibilité d'améliorer. Et vous le mettez sur le côté, on a une flèche qui va bien vers la gauche, une flèche qui va bien vers la droite et c'est bon, nous avons notre tenue qui est entièrement équipée. Il s'agit juste de faire bien concorder les symboles autour des illustrations. Tous les petits détails que vous avez ici, tête, buste, buste et ici tête, c'est des statistiques supplémentaires apportées à votre personnage. Ce qui fait que si là notre héros a 3, ici au niveau de résistance physique, il va avoir 3, plus 1, plus 1, plus 1, c'est-à-dire 6. Au niveau de la défense psychique, au niveau de la volonté, il rajoute 2 à 2, ça lui fait 4 maintenant. Il devient vraiment très fort. J'y viendrai pour les combats, ces chiffres un petit peu pour vous dire à quoi ça correspond. J'insiste vraiment sur les objets parce que c'est une partie assez ambiguë du jeu et assez subtile pour surtout les améliorations. Donc pour les tenues, j'ai rien relevé de plus bizarre, d'accord, que ce que je vous ai présenté. Bien tenir compte du côté où est l'illustration pour savoir, on va dire, ce qui est améliorable ou pas. Et de toute manière, le jeu est quand même relativement bien fait puisque les améliorations, vous en avez que sur les manteaux. Vous n'allez pas en avoir, enfin manteau, sur les parties buste, vous n'en avez pas sur les têtes, vous n'en avez pas sur les bottes, histoire que ce soit, on va dire, un peu clair, d'où les améliorations peuvent être servies ou posées. Vous allez avoir ensuite ici les artefacts. Alors, les artefacts, je vous l'ai dit, ça ne s'améliore pas. Donc vous l'avez, vous le posez. Et vous en profitez et vous faites comme vous pouvez. Il y en a une multitude. Vous pouvez en avoir par contre qu'un d'étalé ici. La tenue, pareil. Qu'une tenue complète. Vous ne pouvez pas dire, ben, je vais m'équiper comme ça. Voilà. Alors déjà de base, ça serait complètement con. Mais c'est pour vous donner quand même l'exemple. Vous ne pouvez jouir que d'un seul et unique objet général
tenue. Qu'est-ce que c'est l'objet général? C'est l'objet le plus en bas. Donc là, dans ma catégorie tenue, mon objet de base ou principal, c'est les bottes. En bas à gauche, d'accord? C'est mes bottes. Donc je peux avoir que ça. Et c'est des bottes améliorées à chaque fois. Il faut le comprendre un peu comme ça. C'est subtil, mais ce terme de vocabulaire, parfois, est impliqué dans des cartes à événements horreur ou dans des scénarios ou autres. Donc ne l'oubliez pas, ne perdez pas de vue que c'est très important de prendre en compte ce type de dénomination. L'objet général, c'est celui qui est le plus en bas à gauche de la catégorie en question. Donc là, pour les tenues, c'était ici. L'artefact, l'objet général, il n'y en a qu'un, vu que vous pouvez poser qu'une carte. Facile. Les artefacts marchent de la même manière que ces consommables. Vous les avez, vous les jouez. Pouf, pouf. Alors de toute manière, ces consommables, quand vous les avez dans tous les cas, puisque ils ne sont pas attribués à un mot-clé d'un explorateur, les consommables atterrissent dans tous les cas dans votre inventaire. Et c'est quand vous faites l'action utiliser l'inventaire que vous allez pouvoir utiliser la carte du consommable. C'est le petit malus qu'elles ont, mais parce qu'elles sont vraiment très très fortes. Et une fois que c'est utilisé, vous en débarrassez. Ou du moins jusqu'à ce que l'effet que vous avez sur votre consommable ne soit plus efficient. Je finis par les armes parce que c'est la partie la plus subtile du jeu, pour l'armement. Donc, partons du principe, tout bête, que je décide de prendre le fusil rebelle. Le fusil rebelle, une arme à deux mains. Donc déjà de base, vous pouvez avoir qu'une seule et unique arme. Le reste, toutes les autres iront dans l'inventaire, c'est clair. Donc, mon fusil rebelle peut être amélioré vers le haut. Et encore, ce terme n'est pas bon. Il peut être complété vers le haut, mais amélioré vers la droite. Comme j'ai dit ici, mon armatus robuste n'est pas amélioré. Si j'ai dit amélioré, j'en suis désolé. C'est complété. Complété vers la droite. L'amélioration d'une arme est représentée par le petit symbole qui est ici. Un rond. Et parfois, c'est pas un rond, c'est un trait. Et là, tout de suite, vous allez comprendre la finesse que va demander le choix de vos armes. C'est-à-dire que mon fusil rebelle, je peux le jouer tout seul. Mais imaginons, je ne peux le jouer que tout seul. C'est-à-dire que ma pioche aiguisée rejoindra l'inventaire. Je ne pourrai pas bénéficier de ses capacités. Sauf si je fais l'action utiliser l'inventaire, que je prends mon fusil, que je le mets à la poubelle et que je récupère ma pioche aiguisée. Pour le coup, ça serait un peu dommage, mais bon, pourquoi pas. Fusil rebelle. Il peut être complété par le carambi tranchant. C'est bizarre, je le reconnais, mais c'est possible vu que la signalétique le permet. Cette arme peut être améliorée dans ce sens-là, dans la partie verticale, il n'y a pas de souci, fait améliorer, compléter. On peut imaginer qu'au bout du fusil, vous avez ça qui vient comme un petit peu les fantassins pendant les Première et Seconde Guerre mondiale, quoi. Je continue. Notre générateur de puissance. Là de suite ça parle. C'est un générateur de puissance. Vous allez pouvoir venir compléter avec votre fusil rebelle. Mais en soi vous pouvez l'utiliser tout seul. Vous voyez c'est une arme à deux mains. Et imaginons que vous avez récupéré le fusil rebelle. Pouf. Et là de suite il vient se compléter. Et votre générateur de puissance avec le fusil rebelle devient extrêmement puissant. Oui, les deux fonctionnent sans aucun problème. Alors quand est-ce qu'on va là parce que pour le moment je vous en ai pas parlé. Eh bien il faut aller chercher ce type de choses avec le petit rond lui aussi. Et là du coup votre fusil rebelle a en plus un rail de stabilisation. Ils ont les bons symboles, la bonne signalétique et vous pouvez très bien faire ce choix d'arme là. C'est possible. C'est vraiment possible. C'est très fort, il faut beaucoup de chance, mais c'est possible. Par contre, vous ne pouvez pas faire, et là je viens tout de suite dans l'exemple là maintenant. Alors, vous ne pouvez pas par contre faire ça. Prendre votre fusil rebelle, qui a un symbole comme on a dit avec un petit rond là, et lui mettre le revêtement magique. Non, ça marche pas, vous voyez, c'est rond, trait, non, 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 et non. C'est rond et trait avec trait. Vous allez très bien pouvoir lui mettre à votre attrape vision le revêtement magique. Ça par contre pas de souci, vous voyez ça concorde, on a deux traits. Deux traits, voilà.
C'est une subtilité que honnêtement dans le livret de règles, c'est très mal expliqué. Et parce que c'est très mal expliqué, je suis désolé d'avoir insisté dessus, c'est que je suis sûr que je ne suis pas le seul à m'être posé la question de pourquoi dans le livret de règles, à la page de l'armement, on nous disait que c'était pas possible. Ben, on le voit vraiment peu et il faut aller chercher vraiment tout ce petit type de détails. Et moi ça m'a chagriné et puis bon ben je préfère prendre le temps de vous le signaler quand même. Voilà, donc finalement au niveau de l'armement, des cartes, j'ai fait le tour. Au niveau de la manière dont fonctionne le jeu, j'ai fait le tour. Je sais que là les règles, la présentation, ça a demandé un certain temps. Hein, c'est une vidéo qui va faire à peu près 1 heure, je le reconnais. Mais néanmoins, vous avez déjà de très bonnes bases pour commencer à jouer à Machina Arcana, ou du moins suivre la vidéo que je vais vous faire. J'insiste sur un autre point, des petits cas particuliers. Dedans, les cartes qui sont ici, les cartes scénario. Vous allez avoir certaines cartes avec ce symbole-là, ça s'appelle un événement bloqué. Pour passer pour passer cet événement, du moins cette partie-là du scénario, il faut faire l'action qui est demandée ici. Dépenser 4 vies pour passer au chapitre suivant. C'est-à-dire que vous allez avoir vos explorateurs qui vont perdre 4 points de vie. Répartis chacun, donc 2 et 2, 1 et 3 ou 4, hein, d'accord, voilà, et ainsi de suite. Et vous allez toujours avoir parfois des effets d'entrée, le petit symbole que je vous ai expliqué et présenté tout à l'heure avec la flèche, avec le cercle. Il y a certains symboles aussi qui sont assez particuliers, donc là j'en profite pour ceux qui ont déjà le jeu et qui viendraient à se poser la question de ce que peut dire que ou quoi. Je vais prendre ouais, le deck d'événements, me paraît pas mal pour répondre à cette question. Événement horreur. Cette carte-là est parfaite. Effet d'entrée. Les monstres ne peuvent pas perdre de santé. Qu'est-ce que c'est ce 1? C'est pendant un tour. C'est un cercle en fait avec une petite flèche ici et un chiffre au milieu. Voilà, je pense que là vous le distinguez bien. Il y a une petite flèche avec un chiffre au milieu. C'est pendant un tour. C'est-à-dire que là, cette carte, même si elle n'est pas recouverte, c'est pendant votre tour, il se passe ça. Après, pouf, c'est bon, c'est débloqué. C'est des petites subtilités qui parfois peuvent vous mener la vie dure quand vous réfléchissez et prenez en compte que les règles de base. Donc n'oubliez pas ça, c'est une subtilité qui est quand même assez importante. Du moins que moi pour le moment j'ai rencontré jusqu'ici, qui m'a cassé un peu la tête à un moment parce que je n'avais pas vu tout simplement ce symbole-là, cette signalisation. Je vais lancer quelques précisions supplémentaires. Sur une tuile, vous pouvez avoir maximum que 4 monstres en jeu. Si vous avez la nécessité de sortir un 5e monstre, ça n'est pas possible. Vous allez devoir faire augmenter la menace de 1. Si vous avez votre deck de monstres ici, où c'est tout dans la défausse, vous le reprenez, vous le mélangez, vous sortez votre monstre. Si vous ne pouvez pas sortir de monstre, vous augmentez la menace de 1 aussi. Et oui, parfois vous allez avoir votre deck de monstres qui va tellement rétrécir que vous allez avoir des problèmes différents. Ça, c'est à cause du fait que vous allez devoir bannir les monstres à chaque fois. Je poursuis sur d'autres petits points. Il y a des événements explorateurs ou même parfois des événements horreurs qui s'appellent événements liés. Voilà, donc du coup, parfois vous allez avoir des cartes événements explorateurs avec un petit lien, comme vous pouvez le voir ici. Cette carte lien est super importante. Quand vous allez avoir votre explorateur qui va jouer, qui va déclencher cet événement, il va prendre la carte et il va venir l'additionner à son personnage. Et il va pouvoir à chaque fois profiter de cet événement. Donc là par exemple ça serait ici pour une vigueur, une action, hein, un point d'action, retirer un jeton portée détruite adjacent et fermer cette porte. C'est-à-dire que là, c'est assez fort, on remplace une porte détruite par une porte qui est complètement fermée. Donc c'est très fort, comme ce type de carte est vraiment très forte. Le petit symbole ici avec le rond et la croix, c'est on se défausse de la carte une fois qu'on l'a utilisée. Comme j'ai dit, c'est des cartes assez fortes, donc parfois elles ne durent pas longtemps. Donc c'est des cartes vraiment qui sont très fortes et qui vont venir renforcer vos explorateurs vraiment de manière absolument non négligeable. Voilà, donc pour ma part enfin, j'ai décidé de jouer avec les néoprènes histoire de vous apporter un peu de couleur. Et par contre, je souhaite vraiment garder les plateaux où les jetons ne peuvent pas glisser parce que là, vraiment, ça s'en va tout seul. C'est un petit peu la contrainte des playmates. Enfin, bref, passons.
Voilà, donc du coup, je vous ai présenté quand même beaucoup de choses sur Machina Arcana. Je suis sûr et certain que je ne vous ai pas tout présenté, mais ça, on va en découvrir tout au long de la partie, qui va suivre d'ailleurs. J'ai très hâte de pouvoir commencer. Si vous avez des questions, des remarques, des précisions, n'hésitez pas à venir apporter votre grain de sel ou votre pierre à l'édifice pour simplement compléter un maximum ce que j'ai dit, histoire que chacun puisse retrouver telle ou telle réponse si je n'y ai pas répondu dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!